Pendant tout ce mois de décembre, nous allons rendre hommage à celles qui ont fait l'histoire. Chaque jour, nous allons parcourir et remonter le temps pour vous présenter une figure marquante qui a lutté, milité pour que le droit à l'avortement soit reconnu. Ces femmes, qu'elles soient pionnières radicales, avocates audacieuses ou ministres courageuses, ont brisé le silence, affronté la violence des débats et permis que le drame de l'avortement clandestin appartienne au passé. Leur combat est le socle de notre liberté et c'est grâce à elles que nous pouvons aujourd'hui, ici, déculpabiliser et continuer à libérer la parole. Bienvenue derrière la case numéro 3 de notre calendrier de l'Avent Merci Simone. Aujourd'hui, nous allons parler de celle qui a changé la façon de penser la condition féminine et le droit des femmes à disposer de leur corps. Je parle de la philosophe Simone de Beauvoir. Alors, je dis philosophe, mais Simone de Beauvoir, elle est aussi romancière, essayiste, militante. Elle n'a pas qu'un seul visage et elle n'a pas seulement milité pour le droit à l'avortement. Elle a aussi écrit les fondations théoriques qui ont permis aux femmes de revendiquer la maîtrise de leur corps comme une condition fondamentale de leur liberté. Alors, je vais vous partager aujourd'hui quelques-unes de ses actions les plus emblématiques. Simone de Beauvoir est née en 1908 à Paris et sa jeunesse est marquée par un changement de situation. Elle vient d'une famille bourgeoise qui, suite à des difficultés financières, se retrouve obligée de déménager dans un logement beaucoup plus modeste. À l'âge de 15 ans, elle disait déjà qu'elle serait écrivaine. Et après l'obtention de son agrégation de philosophie en 1929, elle devient professeure de philosophie. C'est là-bas d'ailleurs qu'elle y rencontre Jean-Paul Sartre, qui partagera sa vie pendant près de 20 ans. Et pour l'anecdote, elle refusera toujours de se marier avec lui, jugeant le mariage comme une institution obscène. Pour elle, le mariage multiplie par 2 les obligations familiales et toutes les corvées sociales. Comme par-dessus le marché, je n'avais pas voulu ni me marier, ni avoir d'enfants, que je n'avais donc pas amené une vie intérieure, ce qui est la chose la plus écrasante dans la condition féminine, j'avais échappé aux servitudes de la condition féminine. Alors concernant sa carrière d'enseignante, celle-ci s'achève brutalement. Elle obtient un poste à Paris et elle est suspendue une première fois, puis définitivement révoquée par l'Éducation nationale le 17 juin 1943. Alors, ça fait partie d'un passé un peu sombre de Simone de Beauvoir et ça fait suite à une plainte déposée par la mère d'une de ses élèves pour incitation de mineurs à la débauche. La plainte n'a pas abouti, elle a abouti à un non-lieu, mais Simone de Beauvoir est définitivement exclue de l'enseignement. Alors à ce moment-là, elle décide de se consacrer pleinement à l'écriture. Et en 1949, elle publie une œuvre qui deviendra sûrement son œuvre principale, Le deuxième sexe. Alors, petit moment de contexte, il faut savoir qu'à cette époque-là, l'avortement est bien sûr interdit. On a pu le voir à travers nos 2 premiers portraits de Madeleine Pelletier et Marie-Louise Giraud. Vous pouvez imaginer la société dans laquelle Simone de Beauvoir a grandi. Alors Simone de Beauvoir, elle devient une figure du féminisme emblématique et dans ce livre, elle analyse la condition de la femme et dénonce les traditions. Et elle aura d'ailleurs cette phrase qui deviendra très célèbre, « On ne naît pas femme, on le devient ». Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre qu'une Italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle Du côté des petites filles, et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin. Elle écrit dans Le deuxième sexe qu'être femme n'est pas une donnée biologique, mais une construction sociale et une assignation de rôle. Vous pouvez imaginer que ça passe mal à l'époque, auprès de la droite, mais aussi auprès de la gauche. On pourrait dire que la chênerie française, comme l'appelait Lucien Gracq, s'est déchaînée, parce qu'il y a eu des quantités d'hommes qui ont été absolument révulsés, et même des hommes que je pensais être de gauche, que je pensais être libéraux, que je pensais être égalitaires, et qui ont été révoltés par ce livre. Parce qu'on mettait en cause leur suprématie.
parce qu'on mettait en cause leur suprématie, parce que je ridiculisais le mâle français, m'a dit par exemple Camus. Ça a été beaucoup mieux accueilli en Amérique, je dois dire. Simone de Beauvoir est en passe de devenir une féministe radicale qui irait trop loin dans ses propos. Mais pourtant, son livre s'est imposé comme une référence. Des femmes du monde entier lui écrivent pour lui dire qu'elle les a sauvées d'un mariage, d'un mari violent. Et seulement 4 ans après la mort de Marie-Louise Giraud, guillotinée pour avoir été faiseuse d'anges, Simone de Beauvoir écrit sur le sujet tabou de l'avortement dans ce livre. Alors elle y pose une idée clé. La maternité n'est pas une obligation, mais un choix. Elle critique le système qui, en interdisant l'avortement et la contraception, fait du corps des femmes la propriété collective et l'instrument de la reproduction nationale, niant leur liberté de femme. Alors à l'époque, le deuxième sexe a été l'objet d'une polémique si virulente qu'il est même condamné par l'Église catholique pour obscénité. Mais malgré les critiques, il s'en vend des milliers d'exemplaires dès la première semaine. Et je vais vous lire un extrait de ce livre, un passage marquant à propos de l'avortement où elle dénonce l'hypocrisie de la société. Il est peu de sujets sur lesquels la société bourgeoise déploie plus d'hypocrisie. L'avortement est un crime répugnant auquel il est indécent de faire allusion. Or, il y a en France chaque année autant d'avortements que de naissances. C'est un phénomène si répandu qu'il faut le considérer comme un des risques normalement impliqués par la condition féminine. Le Code s'obstine cependant à en faire un délit. Il exige que cette opération délicate soit exécutée clandestinement. C'est au contraire sous sa forme actuelle qui fait courir à la femme de grands risques. Le manque de compétences des faiseuses d'anges, les conditions dans lesquelles elles opèrent, engendrent quantité d'accidents, parfois mortels. Il faut remarquer d'ailleurs que la société si acharnée à défendre les droits de l'embryon se désintéresse des enfants dès qu'ils sont nés. On poursuit les avorteuses au lieu de s'appliquer à réformer cette scandaleuse institution nommée assistance publique. Et elle insiste ensuite sur la réalité. L'avortement dit criminel est aussi familier à toutes les classes sociales que les politiques anticonceptionnelles acceptées par notre société hypocrite. Les 2/3 des avortés sont des femmes mariées. On peut estimer approximativement qu'il y a en France autant d'avortements que de naissances. Et elle s'emploie également à démythifier la grossesse, la décrivant comme un drame qui se joue chez la femme entre soi et soi. Vous l'aurez compris, Simone de Beauvoir ne craint pas d'aborder des sujets tabous, y compris les rapports complexes que peuvent entretenir les femmes avec leur propre corps, ou encore même la rivalité mère-fille qu'elle décortique avec la même franchise. Elle devient alors une icône de la révolte et comprend que rien n'est jamais acquis. Et bien sûr, elle aura cette phrase célèbre, souvent citée, « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. » Alors au début des années 70, elle passe de la théorie à l'action politique concrète. Elle est l'une des signataires les plus célèbres du manifeste des 343, paru en avril 1971 dans Libération. Ce manifeste, c'est même elle qui l'a rédigé. Et elle déclarait publiquement « Je déclare avoir avorté ». En le signant, les femmes s'exposaient à des poursuites. Et c'est ce scandale, surnommé le manifeste des 343 salopes par Charlie Hebdo, qui a créé un tournant et ouvert la voie à la loi Veil de 1975. Alors ce manifeste, rédigé par Simone de Beauvoir, commence par ces phrases. « 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération pratiquée sous contrôle médical est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. » Et en 1972, un an après l'écriture et la publication de ce manifeste, elle cofonde avec Gisèle Halimi le mouvement « Choisir la cause des femmes ». Le rôle de cette association a été déterminant pour la légalisation de l'IVG, notamment en organisant la défense et la médiatisation du procès de Bobigny. Je dirais d'ailleurs que là-dessus, sur la question de l'avortement, c'est une chose dont nous, les féministes, pouvons être assez fiers, parce que finalement, je me demande si cette loi aurait eu lieu, si elle n'avait pas commencé par signer le manifeste des 343, on les a appelés quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter. Des femmes connues, des femmes moins connues. Après ça, il y a eu le procès de Bobigny, qui était également une grande mobilisation de l'opinion. Il y a eu des quantités de manifestations dans les rues, sur les boulevards, etc., pour réclamer la liberté de l'avortement. Et je pense que, comme c'est un point sur lequel, justement, les barrières de classe ont pu être franchies, parce que ça intéresse aussi bien l'ouvrière que la bourgeoise, ce problème-là, eh bien, je pense que là-dessus,
on a pu justement arriver à faire une pression considérable sur un gouvernement, même aussi, disons, classique et pour l'ordre et conservateur que celui-ci. Elle a aussi milité activement pour la gratuité de la contraception après la loi Neuwirth en 1967, en insistant sur le fait que la contraception était la première étape vers la liberté des femmes. Alors Simone de Beauvoir était l'intellectuelle indispensable, qui a fourni le vocabulaire, la conscience et la légitimité philosophique au combat féministe moderne. C'est grâce à sa déconstruction de la maternité et de l'identité féminine que des générations de femmes ont pu affirmer « Mon corps m'appartient ». Son courage, passé de l'écriture et la pensée à la signature et à l'écriture du manifeste, a été essentiel pour créer le climat d'opinion qui a rendu la loi Veil possible. C'est en honorant cette histoire, de la théorie à l'action, que nous pouvons aujourd'hui, ici, déculpabiliser et continuer à libérer la parole. C'est le sens profond de notre podcast Merci Simone. Alors, merci Simone et on se retrouve demain pour découvrir une nouvelle figure de la lutte pour le droit à l'avortement. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à me laisser un message. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast et si vous aussi vous souhaitez venir témoigner au micro de Merci Simone et nous raconter votre histoire, écrivez-moi. En attendant le prochain épisode, merci Simone.